Pour notre second entretien, à propos de votre livre Une histoire de la musique en Suisse, vous tissez des liens entre la musique anglaise et la musique suisse. Est-ce que vous pouvez développer cela? Oui, c'est une excellente question. Je me la suis posée tout au long de la rédaction de ce livre, en effet. Il faut dire que j'avais déjà beaucoup travaillé sur la musique anglaise en tant que telle. J'ai publié d'autres ouvrages sur ce sujet qui est largement négligé, autant que la musique suisse, parce que généralement on considère que ce sont des expressions sonores qui n'existent pas en tant que telles, ce qui est faux en l'occurrence. La musique anglaise est extrêmement riche, elle ne se limite pas à trois ou quatre compositeurs, dont Purcell, Edward Elgar et Benjamin Britten. La musique suisse, je l'ai déjà dit, est d'une très grande richesse et c'est ce que j'ai essayé de développer tout au long de l'ouvrage. Alors qu'en est-il? Il est vrai que l'Angleterre, enfin, je dis bien l'Angleterre parce que c'est la musique anglaise que j'ai traitée, non pas la musique écossaise, galloise ou irlandaise. Alors là, je vais dire le royaume, c'est-à-dire dans toutes ses composantes, est effectivement une monarchie, ce que n'est pas la Suisse, qui est une confédération tout à fait démocratique, directe, comme on sait. Alors, ce sont des exemples qui ne marchent pas pour ma démonstration. En revanche, l'état d'esprit, la qualité de l'imagination, le rapport au paysage, savoir que beaucoup d'Anglais ont inventé avec le grand tour le tourisme en Suisse, ils s'y sont rendus à de nombreuses reprises, ils ont admiré les paysages. Et tout cela constitue, à travers la littérature aussi, la peinture, des points communs. Alors, une fois de plus, je l'introduis comme un sentiment personnel, parce que je connais bien les deux pays, j'ai arpenté aussi bien l'Angleterre que la Suisse, et je sens cette connivence dans le son aussi, dans la capacité à exprimer sur le plan de la mélodie, par exemple, ce que Hogarth appelait la line of beauty, cette fameuse ligne de beauté qui caractérise ces deux musiques-là grâce à leur relation à leur propre source. Les folklores anglais comme helvétiques sont remarquables. Alors, bien sûr, là, je ne vais pas refaire la démonstration, je vous engage à lire mon livre tout simplement. Il y a un fil rouge, comme l'a dit une lectrice récemment, il y a un fil rouge qui permet de suivre pas à pas, à travers tous ces chapitres, ces relations, ces façons d'être, ces incarnations qui se manifestent à travers la musique particulièrement. Et je trouve très stimulant que ce soit le cas, puisque ce sont des pays qui ne sont pas voisins, en l'occurrence. Alors là, il y a quelque chose, bien sûr, qui peut étonner un lecteur. Mais comme mon préfacier est lui-même britannique, c'est un des compositeurs éminents de l'Angleterre contemporaine, David Owen Norris, qui a travaillé en Suisse, qui a même été élève de Marescotti, un compositeur genevois. Je vois qu'il a tout à fait saisi mon propos. Sa préface est tout à fait significative. Et puis, j'ai aussi, pour mon dernier chapitre, le 8e, avant le postlude, établi une sorte de relation tout à fait inédite. Je crois qu'aucun musicologue ne l'a créée, enfin ne l'a rapportée jusqu'à ce jour, celle entre deux compositeurs. L'un, l'anglo-irlandais Stanford, Sir Charles William Stanford, et le balois, enfin je dis surtout le balois, même s'il est né dans le canton de Solin, parce que sa relation à la musique de Bâle est si forte, Hans Huber. Et là, ils sont nés la même année. C'est ça qui est merveilleux. Ils sont nés la même année, ils ont eu le même professeur à Leipzig. Je ne suis pas sûr qu'ils se soient rencontrés, même s'ils ont peut-être fréquenté quelques mois après ce Reinecke, ce professeur qui était d'ailleurs fort ennuyeux, que les deux ont trouvé
un peu trop bavard et sans imagination. Mais peu importe, c'est là, au fond, peut-être la preuve de ma démonstration, c'est que leur ethos en matière de symphonie, par exemple, est extrêmement proche. Je suis persuadé que Hubbard n'a jamais entendu de Stanford et que Stanford n'a jamais entendu de Hubbard, mais moi j'ai entendu les deux. J'aime leurs symphonies respectives. Tous deux aimaient l'opéra, qui est considéré comme une forme suprême. Ils en ont composé un répertoire assez conséquent l'un et l'autre, complètement oublié de nos jours. On ne joue plus les opéras de Stanford ni de Hubbard. Et tous les deux ont un caractère bien trempé, il faut le dire. Et je trouve que cette association est extrêmement stimulante. Je pense que le musicologue doit vraiment faire preuve beaucoup plus souvent d'imagination, sans altérer la réalité objective de l'histoire, mais en mettant en perspective des choses, des hommes, des êtres humains, dans des relations qui sont inédites, mais plausibles. Alors voilà, je pourrais dire encore beaucoup d'autres choses. Je suis autant intéressé par ces deux cultures. J'aime leur état d'esprit. Je le trouve libéral. Et dans une époque aussi troublée que la nôtre, plutôt réconfortant. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Je n'ai pas le sentiment d'avoir épuisé le sujet, mais une fois de plus, je vous invite tout simplement à vous procurer mon livre et à le lire. Merci.